Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux donc, à cette conférence inaugurale donc, du nouveau cycle de conférences des Amphis du Savoir 2017. Alors il faut savoir que ce cycle de conférences, les Amphis du Savoir, constitue désormais un vieux partenariat de plus de 10 années avec donc, l'Espace Mendes France. Partenariat entre donc, l'Espace Mendes France et la Faculté des Sciences de l'Université de Poitiers pour vous offrir chaque année quelques conférences nouvelles qui vous éclaireront sur des sujets que l'on espère toujours variés et qui sauront vous questionner. Donc, merci à tous d'être venus donc, aussi nombreux donc, à cette conférence inaugurale. Alors, il m'appartient, j'ai l'honneur, devrais-je dire, de vous présenter donc, celui qui a accepté de donner cette conférence, qui est le professeur donc, Étienne Klein. Donc, Étienne Klein, vous en avez vraisemblablement tous entendu parler. Donc, c'est un physicien. Il est donc directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Il est également professeur de physiologie. C'est parce que je suis physiologiste, c'est pour ça. Il est professeur de philosophie des sciences donc, à Centrale Paris. Et puis, vous le connaissez aussi vraisemblablement parce que c'est un écrivain, c'est un homme de médias également, qui a un regard donc bien à lui sur la science, sur la physique notamment, mais pas que. Donc voilà, je vais lui laisser sa parole. Il va vous parler d'Einstein. Je vous souhaite à tous un excellent moment. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien ? Je voulais vous remercier pour cette invitation. Je suis ravi, honoré d'avoir été invité à prononcer cette leçon inaugurale sur un sujet qui, normalement, ne devrait pas attirer grand monde, parce qu'Einstein, tout le monde le connaît. Que dire qui n'ait pas déjà été raconté ? Je suis sûr que chacun d'entre vous connaît sa biographie et son œuvre dans les plus intimes détails. Mais si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que, d'une part, il y a eu un événement l'an dernier dont vous avez certainement entendu parler, qui était annoncé au mois de février 2016, qui est la détection des ondes gravitationnelles, qui ont été détectées grâce à un instrument assez spécial aux États-Unis, qui s'appelle LIGO. Et ces ondes ont été prévues, l'existence de ces ondes assez spéciales, j'en reparlerai, a été prévue par Einstein en 1916. Exactement un siècle avant qu'elles soient détectées. Et l'ironie de cette histoire, c'est que les ondes gravitationnelles sont des objets qu'Einstein avait calculés, anticipés, mais il était persuadé qu'on ne pourrait jamais les découvrir, parce que, vous le savez sans doute, la gravitation, c'est une force tellement faible par rapport aux autres interactions fondamentales, qui sont les interactions nucléaires et électromagnétiques, qui pensaient qu'on ne pourrait jamais mettre en évidence des effets aussi petits. Et d'autre part, on a assez vite compris que ces ondes ont été produites, celles qui ont traversé la Terre en septembre 2015, qui ont été détectées donc, sont des ondes qui ont été produites par la fusion, ce qu'on appelle en termes techniques la coalescence, de deux trous noirs, il y a 1,3 milliard d'années. Donc il faut vous imaginer ce que ça veut dire, deux trous noirs, dont chacun a une masse à peu près égale à 30 fois la masse du Soleil. Ils s'approchent, ils sont à 100 km l'un de l'autre, il y en a un qui tourne autour de l'autre, puis ils finissent par fusionner. Une fois qu'ils ne font plus qu'un seul trou noir, ça vibre, et cette vibration émet des ondes gravitationnelles, des déformations de l'espace-temps, qui se déplacent à la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde, et qui ont été émises il y a 1,3 milliard d'années. Et quand on pèse le trou noir résultant de cette fusion, on trouve qu'il a 2 masses solaires de moins que la somme des 2 trous noirs qui étaient là initialement. Ça veut dire que dans ce processus, il y a l'équivalent de 2 fois la masse du Soleil qui s'est transformée en énergie, selon la formule d'Einstein dont je reparlerai, E égale mc2. 2 fois la masse du Soleil qui devient de l'énergie. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous avez peut-être entendu parler de la bombe d'Hiroshima. J'imagine que oui. Pendant cette explosion à Hiroshima, il n'y a qu'un seul gramme de matière qui s'est transformé en énergie. 1 gramme de matière qui devient de l'énergie, ça fait Hiroshima.
où Nagasaki, c'est à peu près la même quantité. Là, c'est 2 fois la masse du Soleil qui devient de l'énergie. Donc c'est un phénomène très violent qu'on est absolument incapable de se représenter, mais qu'on a pu calculer. Et si vous regardez, j'ai décidé de parler sans report. Je pense que des PowerPoint, vous en voyez beaucoup. Et donc j'ai décidé de parler sans PowerPoint. Donc je ne vous montre pas les courbes qui ont été enregistrées par le détecteur dont j'ai parlé, mais vous verrez que les courbes enregistrées, la forme temporelle des ondes qui passent, leur spectre, est exactement égale, se superpose parfaitement au spectre initialement calculé. Et donc là, vous avez quelque chose qui ne relève pas du miracle. Ça veut dire que le mode de description qu'Einstein fait de la gravitation, et j'y reviendrai, nous donne un argument théorique, un formalisme, qui nous permet non pas de décrire toute la réalité, mais de toucher quelque chose du réel. C'est-à-dire, on a prédit l'existence d'une nouvelle sorte de phénomène physique qui s'appelle les ondes gravitationnelles et qui ouvre une nouvelle astronomie, enfin la porte vers une nouvelle astronomie. Au moment où ça a été annoncé, il y a beaucoup de gens qui ont comparé cette détection à Galilée avec sa lunette, etc. Oui, mais en fait c'est beaucoup plus fort que Galilée. Parce que Galilée, il a utilisé une lunette pour voir des objets qu'on voyait déjà à l'œil nu. Et il a simplement utilisé le pouvoir grossissant de la lunette pour voir des détails qu'on ne pouvait pas voir, pour les interpréter d'une autre façon. Mais le médiateur des messages, c'était la lumière, comme chez les anciens. Donc il a pris le même médiateur, la lumière, et il a utilisé un instrument qui permet de grossir les objets sans changer la nature de ce qui apporte l'information. Alors que les ondes gravitationnelles, c'est une nouvelle sorte de message. Et c'est un message qui nous est envoyé par des objets qui n'émettent pas de lumière. Donc on va pouvoir voir des objets qu'on n'a jamais vus. Par exemple, les trous noirs. Et l'autre point important, c'est que les ondes gravitationnelles ne sont pas déformées par la matière qu'elles traversent, à la différence de la lumière. La lumière, elle peut être absorbée, elle peut être diffusée, diffractée. Donc la lumière, quand elle est transmise dans l'espace, perd petit à petit la trace de sa source. Les ondes gravitationnelles, non. Elles emportent avec elles la signature de la source qui les a émises, puisque rien ne les déforme. De sorte qu'en analysant le signal, vous avez une information directe sur la source qui les a émises. Et donc c'est une nouvelle astronomie qui va permettre de voir des phénomènes, des objets qu'on n'a encore jamais vus, et sans aller trop dans la technique, on espère avoir des informations grâce à elles sur ce qu'on appelle l'univers primordial et les fluctuations de l'espace-temps quand il y a eu un épisode assez violent qui s'appelle l'inflation. Bon, mais ça nous éloigne quand même d'Einstein. Et ce que je vais vous raconter, c'est une sorte de voyage, parce que finalement, Einstein, il est dans les livres, mais il n'est pas vraiment dans nos esprits. Et j'ai entamé un voyage dans des villes où il a travaillé, à différentes périodes de sa vie, avec l'idée que, c'est en tout cas un sentiment personnel, que la voix d'Einstein nous manque. C'est-à-dire, si je me demande quels sont les personnages importants dont j'aimerais bien qu'ils reviennent dans le présent pour commenter l'actualité, c'est le nom d'Einstein qui me vient tout de suite à l'esprit. Ce type-là nous manque. C'est-à-dire, ça serait bien qu'il soit là pour commenter les découvertes comme celles que je viens d'évoquer, ou bien d'autres concernant la physique quantique qui l'aurait beaucoup surpris. Einstein avait certaines idées sur la physique quantique qui n'ont pas toutes été confirmées par des expériences faites après sa mort. Il est mort en 1955. Donc ce serait intéressant d'avoir son regard sur des choses qui l'auraient beaucoup étonné. Et puis évidemment, il y a toute la politique. Einstein était un humaniste. Il a été un réfugié. On a tendance à l'oublier, mais Einstein a été un migrant. En 1933, quand il rentre d'une tournée de conférences aux États-Unis, il débarque de son bateau à Anvers, en Belgique. Il apprend qu'Hitler est au pouvoir en Allemagne, que sa maison est investie par les SA, les livres sont brûlés, et donc il comprend qu'il ne peut pas retourner à Berlin. Et pendant 6 mois, il va vivre à Cocq-sur-Mer, un petit village au bord de la mer du Nord, en se demandant où je vais, quoi. Je ne peux pas retourner en Allemagne.
Il va chercher des points de chute et c'est là qu'il va avoir une proposition émanant de Princeton aux États-Unis et il va donc quitter l'Europe, ni jamais revenir. Il va passer 22 ans aux États-Unis sans jamais revenir en Europe parce qu'il pense que les Européens, les Allemands évidemment, mais pas seulement eux, ont été complices par leur lâcheté intellectuelle de la barbarie qui a été la Seconde Guerre mondiale. Et donc il a pris sa petite valise un jour, et il est monté dans un bateau à Anvers, là où partaient tous les bateaux qui allaient aux États-Unis. Avec les migrants, il a passé la douche, subi les contrôles médicaux qu'on imposait. Et donc on serait tous, je pense, intéressés par ses commentaires sur ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la crise des migrants. Voilà. Mais comme vous êtes des étudiants en sciences, je vais plutôt vous parler, non pas de tous les travaux d'Einstein, évidemment ce serait impossible en une heure, mais essayer de vous montrer comment il raisonnait, comment il posait des questions, et comment il a été amené à formuler une nouvelle théorie de la gravitation en 1915, qui s'appelle la théorie de la relativité générale. Je pense que vous avez peut-être vu ces équations, peut-être que ça vous a fait peur. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, le question d'Einstein, c'est un questionnement très très simple. C'est-à-dire, il pose toujours des questions d'enfant. Mais il ne s'arrête jamais aux réponses immédiates qu'on peut apporter à ces questions. Et d'ailleurs, ce qui m'intéresse, moi, chez ces personnages comme Einstein et quelques autres que j'ai étudiés dans le passé, c'est le génie. Qu'est-ce que c'est qu'un génie ? Et en fait, il n'y a pas de réponse simple à cette question, parce qu'il y a autant de formes de génie qu'il y a de génies différents. Vous avez peut-être dans la tête des noms de génies en physique, Newton, Galilée, Boltzmann, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, qui d'autre ? Qu'est-ce qui peut me dire un nom de génie ? Feynman. Ouais, je n'y aurais pas pensé, mais vous avez raison. Feynman, bien sûr, Feynman. Et quelques autres. Vous verrez que le génie de Newton, c'est pas du tout le même que celui de Galilée. La forme de génie d'Einstein, c'est pas la même que celle de Dirac ou de Feynman. Et donc, en regardant la façon qu'a chacun de ces génies de travailler, d'interroger le réel, on apprend la diversité des formes que peut revêtir ce mot de génie. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que le génie d'Einstein, en tout cas c'est mon opinion, c'est qu'il avait l'art de poser des questions d'enfant et de les résoudre avec un cerveau d'adulte. Voilà. C'est-à-dire de prendre au sérieux des questions d'enfant et de leur donner des réponses plus élaborées que celles que pourrait faire un enfant qui pose ces questions. Alors, ça oblige à évidemment suivre un peu sa biographie, à suivre son parcours dans l'espace et dans le temps. Et j'ai fait ça à vélo. J'ai décidé un jour de partir à vélo, parce que le vélo, j'aime bien. Et puis, Einstein, il a écrit... Vous ne savez pas qu'Einstein était poète. Il a écrit un poème sur le vélo, quand il était en Californie, en 1933. D'ailleurs, c'est la seule photo que vous connaissez sûrement. Il a 54 ans, il est sur un vélo, un peu penché. Et il a écrit un poème au soir d'une randonnée à vélo dans lequel il dit tout le bonheur qu'il éprouve à pédaler. Une espèce d'hymne au vélo. Et en voyant la photo et en lisant le poème, je me dis tiens, je vais aller voir comment Einstein a eu ses idées dans les endroits où il les a eues en me promenant à vélo. Et mon idée, c'était d'essayer de voir en quoi les lieux où il était, le contexte, ses conditions de vie matérielles, son entourage intellectuel, ont influencé sa façon de penser. Est-ce qu'il avait une réflexion qui était indépendante des lieux où il se trouvait ? Ou est-ce que finalement il s'immergeait dans le contexte qui lui était offert et que c'est cette immersion qui lui a fait avoir les idées qu'il a eues ? Avec derrière tout ça une autre question. On dit souvent que les génies proposent des théories qui ressemblent à leur psychologie, c'est-à-dire que leur façon d'être est corrélée plus ou moins directement à leur façon de penser. Et là, je vais employer un terme un peu technique, je m'en excuse, mais je vais tout de suite l'expliquer. Un des principes de base de la théorie d'Einstein de la gravitation, qu'on appelle la relativité générale, c'est un principe qu'on appelle en physique l'invariance par difféomorphisme.
pas de panique à bord, c'est très simple. Ça revient à dire que ce qui est important en physique, c'est ce qui se passe dans l'espace-temps. Ce sont les événements. Les événements, ça peut être un atome qui émet un photon, ça c'est un événement. Ça peut être un photon qui est détecté par un appareil, c'est un événement. Ça peut être toutes sortes de choses décrites de façon élémentaire. Okay ? Et ce que dit Einstein, c'est que ce qui est vraiment important, c'est ça. C'est les événements qui se déroulent dans l'espace-temps. En revanche, la façon de les décrire, le choix des référentiels, c'est-à-dire des systèmes de coordonnées par lesquels nous allons décrire ces événements, c'est complètement arbitraire. Donc les coordonnées, ce qu'on appelle les coordonnées qui permettent de repérer dans l'espace et dans le temps tel ou tel événement qui s'y produit, vous pouvez prendre ce que vous voulez. N'importe quel référentiel, n'importe quel système de coordonnées est complètement arbitraire, donnera les mêmes choses, parce que la chose importante, ce n'est pas la façon dont on décrit les événements, mais les événements eux-mêmes. Et donc la question, c'est est-ce qu'Einstein était invariant par difféomorphisme ? Et la réponse à laquelle je m'attendais et que le voyage a confirmé, c'est oui. C'est-à-dire que ce qui se passait dans son esprit était quasiment indépendant de l'endroit dans l'espace où se trouvait son encéphale. Il y a d'ailleurs une anecdote qui dit ça d'une façon peut-être plus parlante pour vous. Quand il a eu le prix Nobel en 1922, il l'a eu en 1922 au titre de l'année 1921. C'est un peu compliqué, mais eh bien, sa ville natale, qui est Ulm, une ville allemande, a décidé de baptiser l'une de ses rues du nom d'Einstein. Donc le maire a choisi une rue dans la ville. C'était pas la rue dans laquelle il était né, puisque cette rue avait été détruite pendant la guerre. Mais ils ont trouvé une rue qu'ils ont appelée Einsteinstraße. Bon, la rue d'Einstein. Et puis en 1933, quand les nazis sont arrivés au pouvoir, la première décision prise par le maire de la ville de Ulm, qui était un nazi, le soir de son élection, a été de débaptiser la rue Einstein, qui était juif, partisan d'une théorie incompréhensible qui s'appelle la relativité, qui était un pacifiste, qui était antipatriote, etc. Et donc ils ont baptisé la rue Einstein la rue Fichtestraße. Parce que Fichte, écrivain, philosophe allemand, avait tenu des propos beaucoup plus nationalistes qu'Einstein, évidemment. Et donc ils ont baptisé la rue Einstein la rue Fichte. Et quand les Américains ont libéré l'Allemagne en 1945, eh bien, ils ont rebaptisé la rue Fichte Einsteinstraße. Bon. Einstein, lui, vivait aux États-Unis. Il a entendu parler de cette histoire. Et il a écrit un texte très très drôle en disant « Écoutez, cette rue qui a changé de nom, là, qui porte aujourd'hui mon nom, il faudrait, une fois pour toutes, l'appeler la Girouettestraße. » D'accord ? C'est-à-dire l'appeler d'une façon qui soit beaucoup plus conforme à l'esprit politique des Allemands qui est versatile. Donc c'était une façon assez humoristique de dire, écoutez, la façon qu'on a de nommer les rues, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le fait qu'il y ait une rue. C'est ça l'information importante, c'est la rue, pas son nom. Évidemment, son nom permet de se repérer quand on la cherche, mais l'élément ou l'événement fondamental, c'est l'existence d'une rue à cet endroit. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment Einstein a tissé un fil pendant des années, en posant finalement toujours les mêmes questions et en exigeant que dans les réponses qu'il leur donne, il y ait le maintien d'une cohérence absolue. Alors, je ne commence pas par le tout début, parce que c'est son enfance, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas trop me perdre. Je vais commencer l'histoire d'Einstein à l'âge de 15 ans. À 15 ans, il est au lycée, à Munich. Donc dans les années, il est né en 1879. Hein, donc quand il a 15 ans, je vous laisse calculer l'année à laquelle ça correspond. Il a 15 ans, il est au lycée, et tous les lycées allemands, à l'époque, bénéficient, si j'ose dire, d'une discipline militaire. Les élèves n'ont pas le droit de poser de questions, les professeurs sont en uniforme, il y a vraiment une discipline de fer, il y a des défilés dans la rue à tout moment. Einstein, vous le savez, ne supporte pas les défilés militaires, ça le rend malade, et surtout, il ne supporte pas la discipline. En tout cas, il ne supporte pas les arguments d'autorité.
Il aime bien qu'on lui explique les choses, pas qu'on assène les choses. Il refuse d'apprendre par cœur. Il refuse donc d'apprendre l'histoire, la géographie, les langues anciennes. Ça fait beaucoup. Et avant Noël, il fait une sorte de dépression nerveuse et il démissionne du lycée. Il a 15 ans, il démissionne du lycée. Il ne veut plus faire d'études et il rejoint ses parents qui sont installés en Italie. Son père avait une petite usine qui fabrique des instruments électriques. Il s'est installé du côté de Milan et Einstein qui prend le train pour rejoindre ses parents. Et pendant une année, il va vivre en Italie avec eux en étant déscolarisé. Et il a la ferme intention de ne plus jamais faire d'études. Et il va faire des randonnées à vélo, il va se promener, il va visiter les musées, faire de la musique. Et après quelques mois de cette vie un peu particulière, il rédige une lettre qu'il envoie à l'un de ses oncles, à son oncle paternel. Une lettre qu'on peut retrouver aujourd'hui à Berne, au musée Einstein, dans laquelle il dit quelles sont les questions qui vont l'intéresser toute sa vie. Donc il a 15 ans et il sait déjà quelles sont les questions qui vont monopoliser son attention tout au long de sa vie. Et toutes ces questions portent sur la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière ? Comment elle se propage dans l'espace ? Est-ce que c'est un phénomène physique à part entière ? À l'époque, vous savez, on pense que la lumière se propage dans l'éther. Donc l'espace est rempli d'un milieu particulier qui s'appelle l'éther et qui vibre au passage de la lumière. Donc la lumière n'est pas un objet autonome, c'est un objet qui dit simplement les modes de vibration d'un autre milieu qui s'appelle l'éther. Et il se pose des questions comme ça bizarres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il pose des questions qui ressemblent à ce qu'on appelle des expériences de pensée. Alors une expérience de pensée pour un physicien, c'est pas une expérience intellectuelle, c'est pas une expérience mentale. C'est un type d'exercice assez particulier qui consiste à supposer qu'une théorie est vraie, donc on fait une hypothèse, telle théorie est vraie. Et on se dit, ben, si elle est vraie, qu'est-ce qu'elle impliquerait dans telle situation que je ne peux pas réaliser facilement au laboratoire, mais que je peux imaginer. Donc ça permet de voir quelles sont les implications d'une théorie. Celui qui a inventé ça, vous savez, c'est Galilée. À l'époque de Galilée, on avait tendance à penser que la chute des corps, c'était une loi assez compliquée, parce qu'on voit que les corps massifs tombent plus vite que les corps légers. Mais en fait, c'est pas très net, parce que si vous mettez un parachute à un corps massif, bah, il peut arriver qu'il tombe moins vite que le corps le plus léger. Donc la loi de la chute des corps, c'est un truc très compliqué. Mais on pense que plus un corps est lourd et plus il tombe vite. Et c'est d'ailleurs ce que montre l'observation, pour autant qu'on ne mette pas de parachute aux objets massifs, quoi. Mais Galilée dit, supposons que cette loi soit vraie. Ça veut dire que cette bouteille va tomber plus vite que mon carnet, par exemple. Comment c'est l'expérience de pensée maintenant ? Je suppose que ma bouteille et mon carnet sont reliés par une ficelle. Donc ça forme un système qui est plus lourd que la bouteille. Donc si les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, le système ainsi formé va tomber plus vite que la bouteille toute seule. Mais en même temps, pendant la chute, le carnet qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute. Donc ça va tomber moins vite. Donc Galilée est le premier à découvrir que la loi selon laquelle les corps lourds tombent plus vite que les corps légers est une loi qui a beau être observée, elle ne peut pas être vraie puisqu'elle est incohérente avec elle-même. Il a inventé une expérience de pensée qui montre que cette loi est absurde parce que tantôt elle dit que ça va plus vite, tantôt elle dit que ça va moins vite. La seule façon de résoudre la contradiction, c'est de dire que mon carnet tombe exactement à la même vitesse que la bouteille, ce qui n'est pas ce que je vois. Et cette nouvelle loi de la chute des corps, si on la prend au sérieux, oblige à réinterroger l'observation et à dire que quand je fais tomber des corps, il y a la résistance de l'air et puis d'autres forces, la poussée d'Archimède, qui sont responsables de la différence de vitesse de chute, mais ce n'est pas la gravité. Donc la loi qui contredit l'observation oblige à réinterpréter l'observation d'une façon qui est cohérente avec la loi.
C'est tout ça, la physique, c'est ça. C'est-à-dire, c'est s'obliger à expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire, on explique ce qu'on voit par des lois qui contredisent ce qu'on voit. Et je pense qu'il n'y a pas une seule loi physique que vous connaissez dont l'énoncé, lorsque vous l'entendez pour la première fois, ne vous semble pas absurde. Tous les énoncés de la physique, depuis Galilée, sont absurdes. Mouvement inertiel. Un corps qui n'est soumis à qu'une force, un mouvement rectiligne uniforme. Vous avez déjà vu ça, vous? Personne n'a jamais vu ça. On voit que des mouvements qui s'amortissent. D'accord? Je ne parle même pas de mécanique quantique et de relativité, là, qui vous présentent des situations absurdes. Mais là, le mouvement inertiel, c'est un truc absurde. Et pourtant, c'est l'un des 3 principes de la mécanique. Alors, on pourrait dire au XIXe siècle, on ne connaissait pas bien l'univers et on connaissait la gravitation et la force électromagnétique. On ne connaissait pas les forces nucléaires. Donc les gens pouvaient se dire, mais finalement, si on va très loin de tout objet massif, il n'y a plus de gravité. Et puis même s'il y a du champ électromagnétique, on met une cage de Faraday qui va annuler le champ localement. Et donc on pourrait imaginer des situations dans l'univers où un objet n'est soumis à aucune force, ni gravitationnelle, ni électromagnétique. Mais du temps d'Einstein, on sait qu'il y a de la masse partout. S'il y a de la masse partout, il y a de la gravité partout. Et donc il n'y a aucun endroit dans l'univers où on puisse dire d'un corps qui n'est soumis à aucune force. Puisque partout, il y a de la gravitation qui agit. Et Einstein a fait une remarque incroyable. Il dit, mais de 2 choses l'une. Soit on accepte que le principe d'inertie soit le principe fondamental de la mécanique, mais on ne peut jamais le vérifier directement. Et donc on accepte de construire la physique sur du sable. Soit, deuxième possibilité, on démontre que la gravitation n'est pas une force. Et si la gravitation n'est pas une force, alors vous ne pouvez pas dire d'un objet qui subit la gravitation qu'il subit une force. Et c'est ça qui va l'amener à la relativité générale. Là, je vais un peu vite, donc je reprends mes étapes. J'ai un peu triché avec la chronologie, là, mais bon, Galilée, bon, c'était il y a 4 siècles, bon, vous voyez, hein, je triche un peu, mais c'est quand même des questions qui irriguent toute l'histoire. Alors maintenant, je reviens à Einstein, qui écrit sa lettre à son oncle. Il pose une question d'enfant. Alors quand je dis une question d'enfant, je ne veux pas dire que c'est une question que posent tous les enfants. Je veux dire que c'est une question qui, si un enfant vous la pose, vous allez lui dire « va jouer ». D'accord ? Va jouer, je suis fatigué là, c'est pas une question intéressante, donc tu me laisses tranquille, va jouer. La question d'Einstein, c'est qu'est-ce qui se passerait si de la lumière était capable d'émettre de la lumière? Vous êtes d'accord? Va jouer, ok? Alors, comme vous savez, la lumière va à la vitesse de la lumière. Si la lumière émet de la lumière, quelle est la vitesse de la lumière émise? On apprend tous à l'école que les vitesses s'ajoutent. D'accord? Loi d'addition des vitesses, Galilée. Si, je sais pas, si une voiture, je sais pas, si vous marchez sur un tapis roulant, la vitesse que vous avez par rapport au sol immobile, c'est la vitesse du tapis roulant plus la vôtre sur le tapis roulant. Donc on ajoute la vitesse. Donc, si la lumière émet de la lumière, la vitesse de la lumière émise, ça va être la vitesse de la lumière plus la vitesse de sa source, qui est la vitesse de la lumière. Donc la lumière émise va aller à 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émet de la lumière émise doit émettre de la lumière aussi. Quelle est la vitesse de la lumière émise par la lumière émise? 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4 fois, 5 fois, etc. Donc vous fabriquez ainsi un escalier cinématique vers l'infini. Donc Einstein se dit, mais finalement, si la lumière émet de la lumière, il devrait y avoir de la lumière de vitesse infinie. Il dit, c'est bizarre. Ok? C'est bizarre. Voilà une question d'enfant, dont la réponse, provisoirement, est c'est bizarre.
Ensuite, il va apprendre qu'il existe en Suisse une école qui s'appelle l'école Polytechnique de Zurich, dans laquelle on peut entrer par concours sans avoir de diplôme. Il n'a aucun diplôme, il n'a pas le bac, etc. Donc il se présente à ce concours. Il est pas reçu, mais il est pas reçu pourquoi? Parce que en latin, c'est pas ça. En grec, c'est pas ça. Histoire, c'est pas ça. Géo, on oublie. Par contre, les examinateurs voient qu'en maths et en physique, il est super fort et une façon de raisonner assez originale. Il y a une légende qui dit qu'Einstein était mauvais en maths. Oubliez ça. C'est lié au fait que le système de notation en Allemagne à l'époque, c'était de 1 à 6. 6, c'était la plus mauvaise note. 1, c'était la meilleure note. En Suisse, le système de notation, c'était de 1 à 6. Mais le 1, c'était la plus mauvaise note et le 6, la meilleure. Donc quand les Allemands ont vu les bulletins scolaires d'Einstein en Suisse, ils ont lu à l'envers. Bon. D'où la légende. Donc, donc les examinateurs voient qu'il est très bon en maths et en physique et lui disent qu'il existe un petit lycée quelque part en Suisse, dans une ville qui s'appelle Aarau, dans laquelle il y a un enseignement pédagogique assez révolutionnaire, très libéral, où on part du questionnement des élèves, etc. Donc Einstein il va se former aux disciplines qu'il a négligées, et il va prendre goût aux études, il va tomber amoureux, et à la fin de l'année, il va repasser le concours d'entrée à Polytechnique de Zurich et être reçu. Mais pendant cette année à Rao, et j'y suis allé en vélo, il y a le lycée existe toujours, il y a la statue d'Einstein, et il va faire une autre expérience de pensée qui va porter sa marque. C'est une expérience de pensée dans laquelle il va mettre en scène son propre corps. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Ouais, va jouer. Va jouer. Mais, alors, vous savez, la lumière, c'est fait d'ondes électromagnétiques, c'est ce qu'on pensait à l'époque. On le pense toujours, même s'il y a le photon qui a mis son grain de sel dans l'affaire, grâce à Einstein d'ailleurs. Mais une onde électromagnétique, c'est-à-dire que si vous êtes à cheval sur une onde, vous êtes comme un surfeur qui est sur la crête d'une vague. Quand vous faites du surf, vous glissez avec la vague, donc par rapport à la vague, vous êtes immobile. La vague qui est devant vous est immobile par rapport à vous, et la vague qui est derrière vous est immobile. Donc quand vous êtes en train de surfer, vous voyez un système d'ondes stationnaire. Il y a des ondes qui ne bougent pas. Donc si vous êtes à cheval sur une onde électromagnétique, de là où vous êtes, vous voyez une onde électromagnétique stationnaire, qui ne bouge pas par rapport à vous. Einstein, à 16 ans, sait déjà, parce qu'il a lu les grands auteurs, qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell. L'équation de Maxwell, vous savez, vous connaissez les équations de Maxwell ou pas? Voilà, c'est les équations d'électromagnétisme qui disent comment la lumière se propage. Bon. Et donc il voit que l'expérience qu'il a imaginée est une expérience dont les équations de Maxwell disent qu'elle est impossible. D'où la question. Ou bien cette expérience est réellement possible, ce qui veut dire que les équations de Maxwell sont fausses, ou bien les équations de Maxwell ont raison, et c'est cette expérience que j'ai inventée qui est impossible. Ok? Ensuite, Einstein, je ne vous fais court, mais après, il va pas trouver de poste à l'université après ses études à Zurich, parce qu'il n'a aucune lettre de recommandation. Il a des bonnes notes, mais les professeurs ne le supportent pas, parce qu'il sèche certains cours, il fait des choses à sa tête, il ne suit pas le protocole du travaux dirigés, ni des travaux pratiques, il fait des trucs. Et puis surtout, il ne supporte pas que les équations de Maxwell ne soient pas enseignées dans cette école, alors même qu'elles ont été écrites par Maxwell en 1871, et qu'elles ont fait leurs preuves, puisqu'elles ont permis la découverte des ondes électromagnétiques. Et Einstein dit aux profs, vous devez nous enseigner ça. Ça marche. Plutôt que ces vieilleries là, où on apprend des formules sans savoir d'où elles viennent.
D'accord? Donc il a une mauvaise cote et il ne trouve pas de poste. Il est père de famille assez vite, donc il faut qu'il gagne sa vie. Il donne des cours particuliers, ça ne suffit pas. Et il finit par accepter un poste d'ingénieur à Berne, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. C'est pas très bien payé, mais ça permet quand même de vivre normalement. Et il va adorer ça. Il examine des brevets toute la journée pour dire si les idées qui sont dans ces brevets sont intéressantes. Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs de raisonnement, des erreurs de physique? Beaucoup de brevets d'ailleurs portent sur la question de savoir comment on peut synchroniser les horloges à distance. Et en 1905, donc ça fait 4 ans qu'il est dans ce métier-là, si on peut dire, il n'a aucun contact avec l'université. Aucun contact avec le monde académique. Il travaille tout seul. D'ailleurs, c'était une grande surprise de mon voyage de découvrir que l'âge auquel Einstein, pour la première fois de sa vie, a rencontré des physiciens théoriciens, c'est 30 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'a jamais rencontré un physicien théoricien. Mais en 1909, pour ses 30 ans, il est invité à Salzbourg, en Allemagne, pour faire une conférence devant des grands physiciens comme Planck et quelques autres. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous travaillez seul, vous allez être génial. Hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Il vaut mieux travailler avec les autres, mais lui, il n'avait pas le choix. Et en 1905, cette année dont on dit depuis cette époque-là qu'elle est l'année miraculeuse de la physique, Einstein va publier 5 articles entre mars et septembre. 5 articles qui portent sur 5 sujets différents de la physique. Et dans chacun des secteurs, il va faire la révolution. Personne ne comprend comment il a fait. Comment un type jeune, il a 26 ans, coupé du monde universitaire, comme je l'ai dit, occupé 10 heures par jour à travailler sur d'autres questions, père de famille, comment quelqu'un peut produire, sans aide extérieure, un tel feu d'artifice. J'ai pas le temps de vous dire ce qu'il y a dans tous les papiers, mais quand même, le premier, c'est celui du mois de mars, sur l'effet photoélectrique. Einstein comprend que il y a un phénomène, l'effet photoélectrique, la lumière qu'on envoie sur un métal qui fait bouger les électrons, c'est connu depuis très longtemps, mais on vient de découvrir qu'il y a un effet de seuil. C'est-à-dire si la fréquence est inférieure à une certaine valeur, la fréquence de la lumière, l'effet ne se produit pas. Quelle que soit l'intensité qu'on donne à la lumière. Si on prend de la lumière rouge, les électrons ne bougent pas. Si on prend de la lumière bleue, ça bouge. Mais alors, pourquoi ? Si la lumière est faite d'ondes électromagnétiques, la fréquence ne devrait pas jouer. On met de l'énergie, ça suffit. Et Einstein explique que les électrons ils sont piégés dans le métal, dans un puits de potentiel. Et pour les sortir, il faut que les grains de lumière dans la lumière aient suffisamment d'énergie pour le sortir du trou. Et il suppose qu'il y a des grains de lumière dans la lumière, qu'on appellera plus tard des photons, dont l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Donc si on prend du bleu, ça met beaucoup d'énergie, l'électron sort. Si on prend du rouge, même si on en prend beaucoup, il n'y a pas assez d'énergie, l'électron reste piégé, il n'y a pas d'effet photoélectrique. Donc il prédit le photon. Et il dit, voilà, je ne peux pas comprendre l'effet photoélectrique s'il n'y a pas de photons dans la lumière. Et en même temps que si la lumière est corpusculaire, je suis conscient que ça n'explique pas les interférences lumineuses. Donc il comprend qu'il y a un bug dans la lumière, ça va mal se passer. Et comme vous le savez, pour résoudre ce bug, il va falloir inventer la physique quantique, dont il est un des pères fondateurs en faisant l'hypothèse du photon. Ensuite, il y a un article que je passe, mais ensuite au mois de mai, il fait un article sur le mouvement brownien. Vous connaissez ça sûrement, et il montre, à une époque où beaucoup de physiciens doutaient de l'existence de l'atome, qu'on peut comprendre le mouvement brownien, son côté erratique, que si on suppose que dans l'eau, il y a des molécules d'eau qui sont activées par l'agitation thermique. Et voilà. Si on fait cette hypothèse, alors on peut calculer les lois de diffusion pour les grains de pollen qu'on a mis dans un liquide chaud. Et cette loi de diffusion va être vérifiée quelques mois plus tard par Jean Perrin à Paris, ce qui va prouver l'existence de l'atome. Ensuite, il y a l'article du mois de juin, le plus important, sur la relativité restreinte.
enfin, qu'on n'appelait pas restreinte à l'époque, que d'ailleurs on n'appelait pas la relativité du tout. Mais Einstein, dans ce papier, qui est un papier incroyable, hein, je vous recommande de le lire, et il faut le trouver sur Internet dans toutes les langues que vous voulez, il n'y a pas de formule quasiment, sauf en annexe, c'est que du raisonnement. Et les formules qu'il y a sont vraiment élémentaires, et je me suis laissé dire par vos professeurs à midi que vous étiez une promotion particulièrement à l'aise dans le maniement des équations, donc ça devrait être pour vous sans difficulté. Einstein dit, voilà, il pose des questions incroyables. À la page 2 de ce papier, il dit, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare? Et il répond, il dit, ça veut dire que le train arrive à quai au moment où la petite aiguille de ma montre se pointe sur le chiffre 7. Super. Là, on a appris quelque chose. Vous imaginez les types qui lisent l'article. Einstein est inconnu, hein. Voilà un type qui nous apprend ce que veut dire lire l'heure. Einstein continue. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Poitiers si je suis à Paris? Là, c'est plus délicat. Parce que je ne suis pas sur le quai où arrive le train. Donc je peux recevoir l'information qu'un train est arrivé à 7 heures à la gare de Poitiers, mais est-ce que cette information va m'arriver à 7 heures? Ça demande un protocole, il faut qu'on se mette d'accord, il faut une transmission d'information. Est-ce que cette information est transmise à vitesse finie? Donc c'est embêtant comme question. Troisième question. Qu'est-ce que je veux dire si je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Poitiers si je suis en déplacement par rapport à la gare de Poitiers? Tout le monde est mort. D'accord? Voilà une question que personne n'a jamais posée. Pourquoi on ne l'a jamais posée? Parce que on pense que le temps est universel, il est le même pour tous les observateurs, il ne dépend pas de leur mouvement dans l'espace. Donc quand il est 7 heures, il est 7 heures partout. Que je bouge ou que je ne bouge pas, il est 7 heures. Et en fait, Einstein, oula, je suis que... Non, mais il faut que j'aille... Non, je laisse tomber ce que je suis en train de dire. Mais disons, il va résoudre ces questions d'une façon révolutionnaire en partant du principe qu'il a trouvé la bonne réponse aux deux questions qui s'étaient posées dans son adolescence. Et ce qu'il explique, c'est que la vitesse de la lumière est un absolu. La vitesse de la lumière est un absolu, c'est-à-dire elle ne dépend pas du référentiel dans lequel on la mesure, elle est indépendante de la vitesse de sa source. Et le fait que la vitesse de la lumière soit un absolu doit changer les relations entre l'espace et le temps. Par exemple, la question « Qu'est-ce qui se passerait si la lumière émettait la lumière ?» Quelle serait la vitesse de la lumière émise? Réponse, la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière est toujours égale à la vitesse de la lumière. Tout bâtin. Donc si la lumière émettait la lumière, la vitesse de la lumière émise serait égale à la vitesse de la lumière. Deuxième question, qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon de lumière? Réponse, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Par rapport à moi. Donc quelle que soit ma vitesse, la lumière ira par rapport à moi à la vitesse de la lumière, je ne pourrai jamais m'asseoir sur elle. La lumière est toujours en mouvement. Donc l'expérience de pensée que j'avais inventée est une expérience impossible. Et ça va le conduire à faire l'hypothèse que l'éther n'existe pas. Donc la lumière se propage dans le vide et non pas sur un support qu'elle ferait vibrer. Ce qui veut dire qu'Einstein propose l'idée que la lumière est une véritable entité physique. La lumière existe de par elle-même. Elle n'est pas le mode de vibration de quelque chose. Bon. Et ça va conduire à une nouvelle théorie donc de l'espace-temps, qu'on va appeler par la suite la théorie de la relativité restreinte. Et lorsque Einstein partira en vacances au mois d'août,
il se rendra compte qu'il y a une implication de cette théorie à laquelle il n'a pas pensé, qui est E égale MC2. Et donc au mois de septembre, il publie, non pas un article, mais une sorte d'annexe à l'article de juin. Là encore, je vous recommande de le lire. Il fait 1 page et demie, et à la fin, vous avez E égale MC2. Einstein n'est pas le premier à écrire cette formule. Hein. D'ailleurs, si vous lisez l'article, vous verrez que la formule n'est pas là. Parce que les notations à l'époque sont complètement différentes. La vitesse de la lumière, on l'appelle grand V, etc. Bon. Mais Einstein fait un calcul tout simple. Il suppose qu'on chauffe un métal. Quand vous chauffez un métal, il émet de la lumière. Alors la lumière est infrarouge si c'est pas trop chaud. Elle peut devenir visible si la température monte, etc. Un radiateur, ça émet de la lumière invisible, infrarouge. La lumière n'a pas de masse, comme vous savez. Donc un corps qu'on chauffe, il perd de l'énergie, parce que la lumière a de l'énergie. Mais comme la lumière n'a pas de masse, il ne perd pas de masse. D'accord ? Donc un corps qu'on chauffe perd de l'énergie sans perdre de masse. Puisque les objets qu'il émet en perdant de l'énergie ne sont pas massifs. Là, je vois que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Or, c'est complètement faux. Alors, ce que montre Einstein, c'est qu'un corps qui perd de l'énergie perd automatiquement de la masse, même si les objets qu'il émet n'ont pas de masse. Autrement dit, on peut perdre de la masse sans perdre de masse. D'accord ? Ça, c'est une conséquence de la théorie de la relativité. Je pourrais presque vous le démontrer à la main, comme ça. Ça suppose d'utiliser le principe de relativité et la conservation de l'énergie. C'est immédiat. Mais ça va me faire perdre un peu de temps, donc je préfère vous laisser retrouver la démonstration par vous-même. Le point important, si vous voulez, dans cette affaire, c'est qu'Einstein, je l'ai dit, n'est pas le premier à écrire cette équation. Il y a des gens qui l'avaient écrite. Poincaré, par exemple, fait des applications numériques où il utilise la formule. En fait, c'est une formule qui est intrinsèquement contenue dans les équations de Maxwell. Mais de même que Einstein n'a inventé aucune des équations de la relativité restreinte. Vous avez peut-être entendu parler des transformations de Lorentz. Elles s'appellent de Lorentz, pas d'Einstein. Einstein les a utilisées, c'est pas lui qui les a écrites. Je vous dis ça parce que inventer une théorie physique, c'est pas forcément inventer de nouvelles équations. C'est surtout inventer une façon nouvelle de les comprendre. Et c'est ça qu'a fait Einstein. Et d'ailleurs, à la fin de ce papier, il dit, voilà, pourquoi il y a C au carré, la vitesse de la lumière, dans la formule ? Parce que j'ai fait un calcul où il y a de la lumière qui est émise. Donc la lumière intervient par le biais de sa vitesse dans la formule, c'est normal. Mais Einstein, à la fin, il dit une phrase incroyable. Il dit, cette formule pourrait demeurer vraie, même si aucune lumière n'est mise en jeu dans le processus par lequel un corps perd de l'énergie. Incroyable cette phrase. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de lumière dans l'affaire, il y a quand même la vitesse de la lumière qui intervient. Dernière phrase. Il se pourrait que les sels de radium récemment découverts par Madame Curie en apportent la démonstration. C'est ça le génie. Hein. C'est pas d'écrire E égale MC2. Le génie, c'est de comprendre que la vitesse de la lumière est en train de changer de statut. C'est plus la vitesse d'un phénomène physique particulier qu'on appelle la lumière. Ça devient une constante universelle de la physique dont l'interprétation n'a rien à voir avec la lumière. D'accord ? Et donc, dans quelques mois, il va faire ces 5 papiers. Il y en a un que j'ai oublié, mais 5 papiers. Et je vous le dis, même si vous creusez vraiment la biographie d'Einstein, ses carnets, sa correspondance, il n'y a aucune façon de comprendre comment un esprit unique peut être génial à ce point. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on parle de l'année miraculeuse. Dans l'histoire des idées, il n'y a jamais eu l'équivalent d'un tel feu d'artifice. Bon. Mais ce feu d'artifice n'a pas convaincu. Personne ne réagit au papier d'Einstein. Au mois de janvier 1906, il reçoit quand même une lettre de Max Planck, grande figure allemande,
membre de l'Académie, personnage très, très connu en Allemagne, qui écrit à Einstein une lettre dans laquelle il dit être impressionné. Il a des doutes sur la relativité, il a des doutes sur le photon, mais il trouve ça puissant. Donc il encourage Einstein à distance. C'est assez étonnant, c'est un peu comme si Herbert von Karajan, grand chef d'orchestre, prestigieux, classique, en 1964 avait écrit une lettre d'encouragement à Mick Jagger. C'est quand même une preuve d'ouverture. Non, parce qu'on dit que l'Allemagne était très cadenassée, etc. Mais il y avait quand même ça. Et d'autre part, Einstein, étant inconnu, a quand même réussi à publier ses 5 papiers. Il n'y avait pas de thèse. Hein. Il a publié les 5 papiers dans cette revue allemande, Nachrichten der Physik, sans qu'on lui demande la bonne correction. Donc il y avait quand même une ouverture à l'égard des idées novatrices qui était assez exceptionnelle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui ferait la même chose aujourd'hui, qui enverrait un papier dans Nature sans avoir d'affiliation universitaire pourrait publier. Quoi. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? C'est même très difficile de publier dans Nature si on n'a pas déjà publié dans Nature. Bon. Donc voilà. Alors maintenant, pour finir, parce qu'il faut quand même qu'on arrête, en 1907, il n'a toujours pas de poste universitaire. Donc il est toujours à l'office des brevets, à faire la même chose. Il est toujours coupé du monde académique. Et il fait une expérience de pensée qu'il raconte. Au mois de novembre 1907, il rentre de déjeuner. Comme tous les jours, il s'assoit sur son tabouret. Et il fait une sorte de sieste semi-éveillée. C'est-à-dire il a un truc à lui. Il commence à s'endormir, mais pas complètement. C'est-à-dire il se laisse partir, mais il garde son esprit sous contrôle. Il met son imagination en marche, comme ça il ferme les yeux, mais il garde un œil sur les idées qu'il a. Et il raconte dans son autobiographie qu'il a eu ce jour-là ce qu'il appellera plus tard l'idée la plus heureuse de sa vie. Et il écrit « J'ai compris ce jour-là qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. » Ah bon? Il continue, ceci me fit une grande impression qui me mena 7 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. Ça c'est le style d'Einstein. Hein. Grande impression, ça veut dire tremblement, tachycardie, très grande émotion. Il le dira lui-même, il avait une pensée musculaire. C'est-à-dire, il pensait avec son corps. Il l'a déjà fait avec à cheval sur les rayons lumineux. Mais toujours, ça sera ça. Il pense avec son corps. Il essaie de mettre son corps dans des situations et d'essayer de comprendre ce que la physique dirait qu'il éprouve dans ces situations. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'un corps qui tombe ne sent pas son poids? Évidemment, il n'a rien inventé, là. Vous avez, je pense, étudié la gravitation de Newton. Il ne fait que lire la gravitation de Newton. Si je tombe, c'est à cause de quoi? De mon poids. Donc le poids est la cause de ma chute. Dit autrement, ma chute est l'effet de mon poids. Ok? Maintenant, pendant que je tombe, je prends cette bouteille, je la lâche. Ben, Galilée nous a dit que tous les corps tombaient à la même vitesse. Donc cette bouteille, elle tombe à ma vitesse, donc par rapport à moi, elle ne tombe pas. Donc moi qui vois la bouteille, qu'est-ce que je dis? Je ne dis pas qu'elle tombe. Je dis qu'elle flotte en apesanteur. C'est quoi cette histoire? Vous tombez sous l'effet de la pesanteur et votre chute vous met en état d'apesanteur. Ça veut dire que l'effet produit par la cause annule la cause. Ok? N'importe qui aurait pu voir ça. Mais Newton, c'est quelques siècles avant, personne ne l'a remarqué. Alors évidemment, la bouteille, il ne faut pas la lancer trop loin, quoi. Parce qu'elle va aller vers le centre de la Terre. Moi aussi, je vais vers le centre de la Terre. Donc si la bouteille est trop loin de moi, les trajectoires ne seront pas parallèles. Donc ce que je viens de dire est faux. Par contre, si elle est tout près de moi, les trajectoires sont parallèles.
Et donc Einstein va énoncer là ce qu'il appellera le principe d'équivalence entre la gravitation et l'accélération. L'accélération peut mimer la gravitation et une accélération peut annuler la gravitation. Et ça va... Alors pour vous l'expliquer, je vous donne une comparaison assez simple. J'en ai pour 5 minutes, mais il faut quand même que je termine là-dessus. Première expérience, vous êtes... Alors c'est plus une bouteille d'eau là, je vais faire un effort d'imagination. Vous faites une expérience de pensée. Vous imaginez que ça c'est une capsule spatiale. Okay, elle est posée à la surface de la Terre. Dedans, il y a un physicien. Vous lui donnez des balles de masses différentes, des boules de pétanque, des balles de ping-pong, ce que vous voulez. Et c'est complètement étanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hublot, de fenêtre qui permettent au physicien de voir où il est. Okay, évidemment, il est dans le champ de la pesanteur terrestre. Okay, il va laisser tomber ses balles, il va voir qu'elles sont attirées par le plancher. Peut-être qu'il va retrouver les lois de Newton de la gravitation. Deuxième expérience de pensée, capsule. Elle est loin de tout objet massif, dans l'espace, vide. Elle est donc en dehors de tout champ de gravitation. Simplement, j'imagine qu'il y a un super-héros qui la tire vers le haut. Pas vers le haut. Non, il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas, quoi, mais qui la tire dans une certaine direction, avec une accélération constante égale à l'accélération de la pesanteur. Donc la capsule, elle part comme ça, à une vitesse qui augmente, et vous mettez un physicien dedans, auquel vous donnez des babales. Il faut bien les occuper. D'accord ? Que dit le principe d'équivalence d'Einstein ? Il n'existe aucune expérience que puisse faire le physicien qui est dans la capsule, qui lui permettrait de savoir s'il est dans la première situation, immobile dans le champ de gravité terrestre, ou bien dans la seconde situation, dans l'espace vide, avec une accélération constante. C'est exactement la même chose. Donc la physique doit traduire cette équivalence, ce qu'elle ne fait pas. Donc, il va falloir changer la façon de comprendre la gravitation. Okay. En 1909, on approche de la fin. En 1909, Einstein trouve enfin un poste universitaire à Prague. Il va y rester 16 mois. Il va publier 11 articles. Et l'article le plus incroyable, c'est un article dans lequel il prolonge toujours les mêmes questions relatives à ce que je viens d'évoquer. Il habite dans un immeuble qui existe toujours et qui est un des premiers immeubles électrifiés à Prague. Prague était une ville très en avance du point de vue de la modernité, électricité partout, ascenseur électrique. Et Einstein commence à faire des expériences de pensée dans les ascenseurs. Et il en fait une qui raconte, dans une publication incroyable, en disant, voilà, je suis dans la deuxième situation. Donc je suis dans un ascenseur, loin de tout champ de gravitation, qui est accéléré vers le haut avec une accélération constante. Non. Moi, je suis dedans. Okay, je perce un trou dans une des parois, et par ce trou, je fais entrer de la lumière, un faisceau de lumière, parallèlement au plancher. Et moi, je suis dans la capsule. Qu'est-ce que je vois ? La lumière a une vitesse finie, donc elle met un certain temps pour traverser la cabine. Pendant ce temps, ma capsule, elle monte puisque je suis accéléré. Donc la lumière rentre comme ça, mais le point d'impact de l'autre côté ne sera pas exactement vis-à-vis du point d'entrée, puisque la cabine s'est déplacée. Donc moi qui suis dans la cabine, qu'est-ce que je vois ? Je vois un rayon de lumière qui est courbé. Je vois une courbure de la lumière. Bon, ça, c'est pas non plus une invention, n'importe qui peut comprendre ça. Cette courbure, c'est simplement le reflet de l'accélération de la capsule. Okay. Donc là encore, il n'y a rien. Mais Einstein, comme je l'ai dit plusieurs fois, il a de la suite dans les idées. Il ne lâche jamais le morceau. Et comme vous le savez, et un ancien ministre de l'économie l'a brillamment démontré,
il vaut mieux avoir de la suite dans les idées que des idées dans la suite. Donc, vous retirez ça au montage. Hein. Ça m'a échappé, pardon. Et en même temps, c'est de la pédagogie. Bon, Maintenant, principe d'équivalence. Principe d'équivalence. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Aucune expérience de physique ne me permet de savoir si je suis dans cette situation-là ou dans celle-là. Ça veut dire que ce que je vois avec ce rayon lumineux dans la situation accélérée, c'est la même chose que ce que je verrais si j'étais là. Là, il n'y a pas d'accélération, il y a juste de la gravité. Conclusion, si je suis là, je verrai un rayon de lumière courbé. La lumière n'a pas de masse, mais elle est courbée par la gravitation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc 1911, Einstein prédit, il n'y a même pas de calcul. Il y a un petit calcul, vous voyez le raisonnement, il n'y a pas de calcul. C'est juste la cohérence des idées. Il prédit que si le principe d'équivalence caché dans les lois Newton est vrai, alors il est nécessaire que la lumière soit courbée par la gravitation. Alors qu'on apprend à l'école que la lumière n'a pas de masse, etc. Comment le voir? C'est pas avec des ascenseurs qu'on va le voir. Hein. La vitesse de la lumière est trop grande. Et donc il a l'idée que s'il y a une éclipse totale du Soleil, on pourra le voir. Le Soleil nous aveugle, mais si la Lune est entre le Soleil et nous, il y a une éclipse. Tout est bien fait parce que le diamètre apparent de la Lune est égal au diamètre apparent du Soleil. Donc c'est bien réglé. Pendant l'éclipse, la lumière du Soleil nous est cachée. Du coup, on peut voir les étoiles fixes, loin, qui sont dans le prolongement du Soleil. On les voit. Mais on peut aussi les voir quand le Soleil n'est pas là. Si la position qu'elles ont quand le Soleil est là est la même que celle qu'elles ont quand le Soleil n'est pas là, c'est que la lumière qu'elles nous envoient n'est pas déviée. En revanche, s'il y a le Soleil qui est là, si leur position est différente, c'est que la lumière qu'elle nous envoie a été déviée par le Soleil. Et donc il dit aux astronomes, allez quelque part, là où il y a des éclipses, faites cette mesure. Le premier qui va le faire, c'est un jeune Allemand qui s'appelle Freundlich, qui travaille à Berlin, et qui monte une équipe, et ils savent qu'en Crimée, il va y avoir une éclipse totale du Soleil. Et ils montent une expédition, à l'époque c'est quand même assez compliqué. La Crimée est détenue par les Russes, hein, les soldats du Tsar sont là, et ils partent parce qu'ils savent qu'il y a une éclipse qui est prédite le 24 août 1914. Bon, le mois d'août 14, pour aller faire des petites manips en Crimée, c'est pas un bon choix dans la date, d'accord? Et donc ils sont arrêtés par les soldats du Tsar, ils sont mis en prison, leur matériel est confisqué, et la mesure n'est pas faite. C'est peut-être d'ailleurs la seule bonne chose liée à la guerre de 14. Parce que s'ils avaient fait la mesure, ils auraient trouvé un résultat différent du résultat prédit par Einstein. Il y avait un facteur 2 d'écart, parce qu'Einstein n'avait pas encore les bonnes équations. Et donc la suite de l'histoire, vous la connaissez. Einstein est à Berlin en 1914, il y arrive, il va travailler comme un... Je ne sais pas comment on peut travailler autant en fait. Parce qu'il va trouver les équations de la relativité générale. Il se fait aider par des amis mathématiciens, mais il se tape le calcul des géométries non euclidiennes, etc. C'est un travail qui va complètement l'épuiser. Et en novembre 1915, il fait une communication à l'Académie des sciences de Prusse, il publie 4 papiers qui ensemble constituent ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que l'interprétation qu'on peut donner de cette théorie, c'est que, comme je l'avais dit en parlant du principe d'inertie, la gravitation, dans ce contexte-là, n'est plus une force. C'est plus une force. C'est-à-dire que les objets qui subissent la gravitation ont un mouvement inertiel. Inertiel, c'est-à-dire vous écrivez, comment vous ferez ça plus tard, ds égale 0, c'est-à-dire les objets soumis à la gravitation, en fait, ont un mouvement libre, inertiel. Donc, ils vont en ligne droite. Par exemple, la Terre qui tourne autour du Soleil,
d'après les équations d'Einstein, elle va en ligne droite. Or, nous, on voit qu'elle tourne selon une trajectoire elliptique. Donc, il y a une contradiction entre ce que dit Einstein et ce qu'on voit. Eh bien non, il n'y a pas de contradiction, parce qu'en fait, la planète Terre va en ligne droite, mouvement inertiel, mais c'est l'espace-temps qui tourne. C'est l'espace-temps qui est déformé par la présence du Soleil. Et quand l'espace-temps est courbé, les lignes droites sont curvilignes. D'accord ? Donc vous oubliez tout ce qu'on vous a appris à l'école. Au lieu de dire la Terre tourne autour du Soleil parce qu'il y a une force de gravitation instantanée, ça veut dire quoi instantanée ? Il n'y a pas de force instantanée. Vous savez très bien que si le Soleil disparaît, on va mettre 8 minutes à s'en apercevoir. D'accord ? Donc il n'y a pas de force instantanée. Donc la Terre tourne autour du Soleil. Nous disons que c'est parce qu'il y a une force qui l'attire. Einstein dit non, c'est parce que le Soleil déforme l'espace-temps et courbe la trajectoire de la Terre. Et donc, vous voyez comment on peut sauver à la fois le principe d'inertie et rénover la théorie de la gravitation. Tout ça pour dire que quand vous apprenez... Bon, je pense que vous savez que la physique, c'est passionnant. Je veux dire, par rapport à la biologie... Non, c'est vrai, il n'y a pas photo. Je veux dire, si vous voulez vraiment avoir des... J'ai l'impression que j'ai fait une gaffe, là, non ? Non, si vous voulez vraiment avoir des joies intellectuelles, c'est-à-dire avoir l'occasion de penser à côté de vous-même, faire de la physique. La biologie, je reconnais, c'est divertissant, mais c'est pas les mêmes choses. Est-ce que vous avez... Alors, juste pour finir, parce que moi, mes étudiants à Centrale, ils connaissent bien les équations de Newton, ils ont fait plein d'exercices, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'ils les aient comprises. Ce que je veux dire par là, c'est que une équation de physique, c'est pas seulement une formule mathématique. C'est pas simplement un truc qui sert à faire des calculs ou à faire des prédictions de résultats d'expérience. Une formule de physique, ça dit des choses. Alors, la formule de Newton, pour la gravitation, vous la connaissez, la force, c'est G, constant Newton, par le produit des masses, les deux corps en présence, divisé par l'inverse du carré de la distance. On apprend ça, on répète ça, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Quel est le message vraiment important de la formule de Newton ? Ce n'est pas l'inverse du carré de la distance. Vous savez que la force, c'est le produit de la masse par l'accélération. Donc là, je prends la masse petit m. Quelle est la force gravitationnelle qu'elle va subir de la part d'une autre masse qui est grand M ? Il y a la formule, c'est petit m fois l'accélération, égale G fois petit m fois grand M divisé par l'inverse du carré de la distance. Vous voyez que le petit m peut se simplifier. Donc l'accélération que subit le corps est indépendante de sa masse. D'accord ? Autrement dit, ce que Galilée avait compris, que la chute des corps se fait à la même vitesse pour tous les corps, ça se généralise en une autre phrase qui est « Le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse ». C'est incroyable ça. Alors que si vous demandez aux gens, mais si on remplace la Terre par une théière autour du Soleil, quelle est la trajectoire de la théière ? Moi j'ai fait le sondage. Ouais, j'ai pas... Dans mon immeuble. Un tiers des gens disent que la théière va tomber sur le Soleil. Un tiers des gens disent que la théière va partir à l'infini. Et un tiers des gens n'a pas rendu son bulletin de réponse. La bonne réponse, c'est la théière a exactement la même trajectoire que la Terre. Qui est une réponse qu'on ne fait jamais. Ça veut dire qu'on continue à avoir une lecture aristotélicienne de la gravitation. Et Einstein avait compris ça évidemment, mais Newton aussi l'avait compris. Nous, on a vu le film Gravity, on a vu un cosmonaute français sortir de la navette, là. Vous avez remarqué qu'il n'est pas parti à l'infini, il n'est pas non plus tombé sur la Terre. D'accord ? Donc le mouvement de ces gens dans l'espace est indépendant de la masse des corps. Donc on a tout vu, on a les équations, on a les images, et on ne comprend pas le message. D'accord ? Et ça, c'est quand même un peu embêtant. Et c'est pour ça que
la physique, à mon avis, ne doit pas être présentée simplement comme un jeu d'équations, mais comme quelque chose qu'on doit essayer de faire parler. C'est-à-dire faire de la physique, c'est aussi tenter de se demander ce que diraient les équations si elles pouvaient parler. Bon, elles ne parlent pas, et donc ça laisse un peu de place à l'imaginaire. Voilà, je vous remercie, et s'il y a des questions qui portent sur autre chose que la biologie, j'y répondrai. Merci à vous. Bonjour et merci pour cette conférence, évidemment. Alors moi, je suis ni biologiste ni physicien, donc je suis assez à l'aise pour poser ma question. Bon, je vous suis sur YouTube, dans vos écrits, etc. J'essaye de vous suivre pour bien comprendre les exposés que vous nous faites sur la relativité générale. C'est très éclairant, bien évidemment. Simplement, il me semble que dans mon cheminement, j'ai pas réussi à tout capter, ce qui est possible vu que je ne suis ni biologiste ni physicien. J'ai bien compris que le mouvement, par exemple, des planètes est un mouvement rectiligne uniforme. Et si on voit pas les choses uniforme. tourner... Pas uniforme. Pas uniforme. Oui. Rectiligne dans un espace courbe. C'est ce que je voulais dire. Oui, je sais bien. Non, mais vous avez raison de préciser. C'est pas ça pour vous. L'idée, c'est que je comprends bien justement que les lignes sont courbes, donc ce sont des mouvements rectilignes qui nous paraissent courbés, ça ok. Mais en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui donne l'impulsion de ce mouvement initial? Parce qu'on dit que la gravitation n'est plus une force, conceptuellement, on ne la présente plus comme une force. Donc je comprends bien que ces planètes, par exemple, se déplacent en ligne droite dans un espace-temps qui est déformé, mais qu'est-ce qui leur donne l'impulsion initiale qui fait qu'il y a un mouvement? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas statique simplement? Tout est possible, c'est-à-dire que les conditions initiales, elles sont ce qu'elles sont. Si vous prenez l'exemple par exemple de la sonde Rosetta, je sais pas, c'est quand même un truc incroyable. C'est une sonde qui voyage pendant 10 ans dans le système solaire, qui se pose sur une comète dont le diamètre est plus petit que le diamètre du périphérique parisien. Comment vous faites pour poser un truc sur un objet aussi petit? Sachant qu'il n'y a même pas de gravité, parce que l'objet est tellement petit qu'il n'a pas de force d'attraction qui permette à la sonde de se poser. Vous la posez, elle rebondit. Vous avez peut-être vu ça en direct. Elle a rebondi pendant 1h30. Elle se pose, bing, elle repart. Donc vous imaginez le stress. Est-ce qu'elle va retomber ou pas? Bon. Ce que je veux dire, c'est que vous avez plusieurs lectures de ça. Soit vous faites une lecture newtonienne, où il y a une fusée qui donne une impulsion, donc vitesse initiale. Et puis, vous avez vu sur les schémas qui ont été publiés que la sonde a tourné autour d'autres planètes pour bénéficier d'un effet de fronde qui l'accélère, qui en même temps dévie sa trajectoire. Donc, elle tourne autour des planètes en profitant de l'impulsion gravitationnelle qui est liée à ce type de trajectoire. Et puis, elle finit par tomber sur Tchouri. Ou bien, vous dites, même impulsion initiale, elle va en ligne droite en suivant la courbure imprimée par le Soleil dans le système solaire. Non, mais l'impulsion initiale, donc la condition initiale, c'est un paramètre libre du calcul. Toutes les trajectoires sont possibles. Et vous savez très bien que si vous changez la vitesse initiale ou sa direction, vous changez la trajectoire. C'est pareil quand vous prenez un bol. Parce que le Soleil, finalement, il va courber, il va creuser dans l'espace-temps l'équivalent d'un bol. Vous avez un bol, vous laissez tomber une bille dans ce bol, ou bien vous lui donnez une vitesse tangentielle. Vous voyez bien que sa trajectoire va dépendre de la direction et de l'intensité de la vitesse que vous donnez. Là, c'est pareil. Bien, merci. Moi, j'ai une question. Je ne suis pas du tout scientifique. Je veux dire, c'est pas la question. Non. Je veux dire, tout le monde se positionne comme ça, comme s'il avait une position par rapport à la science. Mais une question, c'est une question. Voilà. On n'a pas besoin de dire d'où elle vient. Je dis ça juste. Je dis ça parce que j'ai eu vraiment parfois du mal à vous suivre. Moi aussi. Voilà. Et pourtant, je suis scientifique, donc. Donc je suis venue par rapport à la personnalité d'Einstein, et moi ce qui m'intéresse, j'ai lu plusieurs citations de lui, où on a plus que l'impression qu'en fait il soupçonnait derrière tout ce qu'il
tout ce qu'intuitivement il pouvait percevoir et tout ce qu'il avait analysé, une espèce d'intelligence qui pouvait gouverner l'univers. Il a fait de nombreuses citations par rapport à l'existence d'un Dieu. Est-ce que vous pouvez un petit peu donner plus de détails là-dessus, s'il vous plaît ? Oui, alors moi je pense qu'il y a une spiritualité einsteinienne en effet, mais qui n'est pas du tout religieuse. C'est-à-dire que quand il parle de Dieu, d'abord c'est toujours... on traduit en français par Dieu, mais le mot qu'il utilise souvent c'est Das Herrgott, monsieur Dieu, c'est-à-dire il s'en moque en fait. Le Dieu auquel il croyait, ça a été souvent dit, c'est le Dieu de Spinoza. C'est-à-dire un Dieu qui n'est pas du tout un personnage plus ou moins incarné qui édicterait des lois, mais c'est la nature. C'est la nature en tant qu'elle est intelligible. Et ce qu'il disait par ailleurs, c'est que le moteur du questionnement, en tout cas du sien, c'est ce qu'il appelle le mystère. Le mystère. On se questionne à partir du moment où on prend acte de l'existence d'un mystère. Et le mystère auquel il fait référence, c'est pas tellement la question habituelle, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien. C'est plutôt une sorte d'étonnement. Non pas qu'il y ait des choses, mais que les choses soient comme elles sont. Pourquoi est-ce que les choses sont comme elles sont ? Est-ce qu'il y a une raison qui permet de le comprendre ? Ou est-ce qu'on doit simplement les accueillir sans les questionner ? Lui, il pensait qu'on pouvait les questionner. Il y a d'ailleurs des textes de lui qui sont, à plusieurs époques de sa vie, qui se contredisent un peu, mais il y a un texte de 1933 où il dit « Je pense que la pensée pure est compétente pour comprendre le réel. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'expérience. Pour lui, les expériences de pensée suffisent. À partir des expériences de pensée, on doit être capable de comprendre les lois physiques comme si elles étaient engrammées dans notre cerveau sans qu'on en ait conscience. Elles sont là, mais il faut aller les chercher par un questionnement interne. Il ne s'est jamais vraiment intéressé aux expériences, en fait. Par exemple, quand on lui a... L'éclipse, vous savez, l'éclipse, l'expérience a été faite, finalement, en 1919, par un Anglais qui s'appelait Eddington, qui était Quaker. Donc lui, il refusait de porter les armes, ce qui lui avait valu un petit séjour en prison. Et après la guerre de 14, lui, l'Anglais, donc de la même patrie que Newton, a voulu montrer qu'un physicien allemand avait raison. Parce qu'il pensait que la science serait le ferment de la paix dans le monde. Et donc il a monté 2 expéditions dans l'hémisphère sud, fait la mesure de la déviation des rayons lumineux pendant l'éclipse, et il a trouvé le bon résultat. Einstein a fait la une des journaux, c'est là qu'il est devenu vraiment célèbre. Mais on lui a annoncé le résultat, il donnait un cours à Berlin et on lui a amené un télégramme et avec la valeur de la déviation. Et Einstein n'était absolument pas surpris. Enfin, il a même dit, si ça n'avait pas été ce résultat, j'aurais été triste pour Dieu. J'aurais été triste pour Dieu. Et là, le Dieu dont il parle, vous voyez bien que ce n'est pas un Dieu incarné, c'est les lois physiques. Il était sûr de lui. Il était sûr que cette théorie était la bonne. D'abord parce que elle lui avait permis un peu avant de calculer l'anomalie du péril-mercure. Enfin, un vieux problème de l'astronomie, il l'avait résolu à partir de son équation. Donc il savait que ça allait marcher, il était sans inquiétude. Donc pour lui, ce qu'il appelle Dieu, c'est la nature en tant qu'elle est intelligible. Ce qui a donné un sujet de bac assez classique. Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible, commenté en 3 pages. C'est ce Dieu-là, quoi. Et donc, il n'y a aucune croyance religieuse chez Einstein au sens classique du terme. Il le dit lui-même, il a perdu la foi à 14 ans. Et quand il dit, par exemple, Dieu ne joue pas au dé, c'est la même chose. Dieu ne joue pas au dé, c'est les lois physiques qui ne jouent pas au dé. Merci Étienne Klein de ta conférence magnifique comme d'habitude. Pour des gens, en effet, comme certains néophytes, c'est de la physique qui nous fait rêver. Hein. On entend aussi tes émissions sur France Culture. J'invite les étudiants qui n'écoutent peut-être pas France Culture à 15h le samedi après-midi. Comment ça, il y a des étudiants qui n'écoutent pas France Culture ? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui écoutent France Culture le samedi à 15h. Ils écoutent quoi ? Je ne sais pas, il faut leur demander. Voilà, donc ça c'est pour dire des choses gentilles comme toujours. Mais je voulais te poser une question. Quand on t'a présenté, on a dit que tu étais physicien et philosophe des sciences. Donc devant un public d'étudiants en sciences, je voudrais savoir ce que ça t'a apporté de faire de la philosophie des sciences. Ça a apporté à la physique et vice-versa. C'est une histoire, disons, personnelle. C'est-à-dire, pendant longtemps, j'ai fait de la physique comme physicien sur des grosses expériences, etc. Mais
ça amène à des questions qu'on n'est pas obligé de se poser. C'est-à-dire, on n'est pas du tout obligé de questionner la physique en philosophe des sciences. Mais il y a des questions qui m'intéressaient. Par exemple, le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler Ou bien, quel est le statut des lois physiques? Vous avez sûrement tous entendu parler du Big Bang et de l'origine de l'univers. Et vous voyez bien que tous les physiciens qui en parlent le font toujours en s'appuyant sur des lois physiques. En disant telle théorie physique nous fait penser qu'il y a eu un Big Bang, une explosion originelle. Ou bien telle autre nous fait penser qu'il y a eu en fait un rebond d'un univers d'avant qui est devenu l'univers en expansion dans lequel nous sommes. Enfin, quand on parle de l'origine de l'univers, on s'appuie toujours sur des lois physiques. Ce qui oblige quand même à se poser la question de savoir quel est le statut des lois physiques. Est-ce qu'elles étaient là avant? Autrement dit, est-ce que l'univers est né dans un arsenal législatif qui était déjà présent, ou bien est-ce que les lois sont apparues en même temps que l'univers, ou au cours de son évolution? Et là, on sort de la physique on est à l'écart d'elle-même pour l'interroger à partir de questions qui ne sont pas réductibles à ce qu'elle dit déjà, quoi. Et une fois que ces questions ont commencé d'apparaître, elles deviennent tellement prenantes qu'on change de trajectoire. Mais c'est pas obligatoire. Moi, je comprends parfaitement les physiciens qui se posent pas ces questions en disant c'est des questions métaphysiques, on n'a pas à se les poser. N'empêche qu'elles nous titillent. Par exemple, imaginons que l'univers a une origine, parce qu'on ne sait pas. Hein. Eh bien, l'univers a été précédé par rien. Parce que si vous dites qu'il a été précédé par quelque chose, ce quelque chose, ou bien il a toujours été là, ce qui veut dire que l'univers n'a pas d'origine, puisqu'il y a toujours eu quelque chose, ou bien ce quelque chose est le résultat d'une autre chose qui l'a précédé. Dans ce cas-là, c'est pas l'origine. Vous voyez, c'est déjà un truc marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers, on tient un discours qui contredit l'idée que l'univers a une origine. C'est quand même marrant, ça déjà. Bon. Alors si on suppose que l'univers a eu une origine, ça veut dire qu'il a été précédé par du néant. Il n'y a eu rien, puis tout d'un coup, il y a eu quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas toujours eu des électrons dans l'univers. Et puis à un moment sont apparus les premiers électrons. On va dire les deux premiers. Il y a 2 électrons qui apparaissent, très bien, je ne sais pas comment, mais ils sont là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se repousser parce que la force électrique est répulsive quand les charges sont de même signe. Mais quand je dis ça, je récite un cours de terminale, qui était autrefois un cours de seconde. On va pas parler des programmes, hein, c'est pas... Donc 2 charges électriques de même signe se repoussent, ok? Et je dis ça parce que je l'ai appris à l'école. Or, les électrons, eux, ils ne sont pas allés à l'école. Donc, comment est-ce qu'ils savent qu'ils doivent se repousser? Est-ce que c'est une loi qui est engrammée dans leur structure même? Est-ce que c'est une loi qui est encodée dans la structure de l'univers? Est-ce qu'ils la lisent quelque part? Est-ce qu'ils obéissent à des ordres? Ou bien est-ce que, en vertu d'une sorte de démocratie participative chère à certaines présidentes de région, ils négocient avec l'univers en disant voilà, on a des charges électriques de même signe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se repousse, on a sur R2, on a sur... On ne sait pas. Et vous voyez, personne ne sait répondre à cette question. Personne ne sait répondre. On ne sait pas d'où vient, par quel mécanisme, les lois physiques s'appliquent aux objets physiques. Et vous voyez que dès que vous posez la question, ça devient vertigineux. Donc le mieux, c'est de ne pas poser la question. Sinon, ça oblige à suivre la pente de la réponse. Bonjour. Moi, j'ai 2 questions. Une question sur l'éther. Il me semble que j'ai lu qu'à un moment donné, Einstein était revenu sur son idée d'abandon de l'éther. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous croyez qu'un jour, on arrivera à enseigner autre chose que cette force instantanée de Newton à l'école et qu'on arrivera à enseigner cet espace courbe? Voilà. Merci. Je commence par la deuxième question. Bah oui, on l'enseigne déjà. Enfin, on ne va pas non plus imposer aux élèves, aux étudiants, calcul tensoriel, des équations d'Einstein à un niveau où ça devient, où ça serait indigeste. Par contre, quand on présente une théorie physique dont on sait qu'elle est non pas fausse, mais limitée en validité, on pourrait dire, bah voilà, Newton, c'est bien pour construire des ponts, pour faire la mécanique céleste dans le système solaire, mais dès qu'il y a un trou noir, ça va plus, dès qu'il y a une supernova, ça va plus, enfin, il y a des endroits où ça marche plus, quoi. Et vous verrez plus tard
comment on explique les phénomènes qui se déroulent dans les endroits où ça marche plus pour Newton. Donc je pense que c'est plutôt ça qu'il faut ménager, c'est-à-dire une sorte de suspense. Plutôt que de présenter les cours en disant « Ah, bah voilà, il y a Newton et puis c'est basta », un suspense, plus tard. Autrement dit, il faut donner aux étudiants un appétit pour ce qu'ils apprendront plus tard. Il faut en faire des étudiants à vie, qui soient un peu scotchés comme à une série télévisée, quoi. Oui, je sais, c'est dur, mais le prochain épisode, ça va être encore mieux, etc. Bon. Maintenant, l'éther. Donc Einstein, en effet, il est un de ceux... En gros, je peux dire, j'ai combien de temps? 2 minutes, je peux? En 2 minutes, je vous explique. Le problème de l'éther, donc au XIXe siècle, mais vraiment tous les physiciens sont absolument certains, tellement certains que ça n'est jamais discuté, de l'existence de l'éther luminifère, donc l'éther qui porte la lumière, un éther qui vibre au passage de la lumière. Et la question qui se pose, c'est qu'à partir de 1870, disons, quelles sont les propriétés de l'éther? Les propriétés physiques. Est-ce qu'il est massif? Est-ce qu'il est élastique? Est-ce qu'il est rigide? Est-ce qu'il est... etc. Et petit à petit, il se convainc en regardant le statut que leur accordent les équations de Maxwell, qu'en fait, l'éther, il n'a aucune propriété physique. C'est un peu comme l'espace, en fait. Mais il lui reste quand même une chose essentielle qui le caractérise, c'est que l'éther doit être absolument immobile. Immobile. L'éther est immobile. Voilà, absolument immobile. Et vous savez que des gens se sont dit, s'il est immobile, ça veut dire que la Terre est en déplacement par rapport à lui. Et donc, on fait une expérience dite de Michelson pour mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. On trouve 0, mais ça n'inquiète personne. On est sûr que l'éther existe et qu'il est absolument immobile. Or, la phrase que je viens de dire, l'éther est absolument immobile, est contradictoire avec le principe de relativité, qui a été énoncé non pas par Einstein, mais par Galilée. Qu'est-ce que dit Galilée? Il dit une phrase toute simple, qui est la définition du principe de relativité, c'est « le mouvement est comme rien ». Le mouvement est comme rien. C'est-à-dire quand vous êtes en mouvement, dans un train, par exemple à vitesse constante, en ligne droite, tout se passe exactement dans le train comme ça se passe à la gare. Si vous laissez tomber un objet, il tombe à vos pieds, comme à la gare, etc. Autrement dit, quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'y étiez pas en mouvement. C'est ça la relativité, rien d'autre. Le mouvement ne change rien. Et quand vous êtes en mouvement, vous n'êtes jamais en mouvement par rapport à vous-même. Oui, ça c'est un truc important. Parce que vous êtes toujours immobile par rapport à vous-même. Et Galilée ajoute une deuxième phrase incroyable, il dit « L'immobilité, en italien, l'immobilité est un mouvement partagé. » Donc là, je suis immobile par rapport à vous, mais vous savez bien qu'on est à toute vitesse par rapport au Soleil, qui lui-même tourne autour du centre de la galaxie. Donc là, on va à une vitesse incroyable par rapport au Soleil. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on partage le même mouvement. Donc on n'est pas immobile dans l'absolu. On est immobile relativement les uns par rapport aux autres. Et vous voyez que la phrase que je viens de dire est une phrase qui vous dit « rien ne peut être absolument immobile ». Parce que je peux dire cet amphi-là, il est immobile, mais en fait, il est mobile par rapport à un autre amphi qui a le même statut que celui-ci, mais qui est en déplacement par rapport à celui-ci. Enfin, j'ai pris un mauvais exemple. Mais je peux prendre un autre référentiel en déplacement par rapport au nôtre, qui a le même statut que le nôtre, et qui fait que le nôtre ne peut pas être dit absolument immobile. Il est immobile pour nous, mais pas pour ceux qui seraient dans l'autre. Et donc, il y a une grande crise en physique à la fin du 19e, que personne... Enfin, les gens voient qu'il y a la crise, mais il n'y en a qu'un qui va penser que c'est une crise qu'il faut résoudre par le haut, comme on dit, c'est Einstein. Il y a une contradiction fondamentale entre la mécanique de Newton, qui s'appuie sur le principe de relativité, et l'électromagnétisme. L'électromagnétisme tel qu'il est compris à l'époque dit il y a un éther absolument immobile, et la mécanique dit il n'y a rien qui soit absolument immobile. Alors tous les physiciens qui s'intéressent à ça, alors c'est pas des armées, c'est pas 10 000 types, c'est 5-6 gars, Lorentz, Poincaré, aucun ne remet en cause l'éther.
Et donc, ils vont essayer de forcer la mécanique, ou plutôt, ils vont essayer de faire entrer la mécanique dans l'électromagnétisme. Et quand, par exemple, on va parler de la contraction des distances, un objet qui se déplace dans l'espace est comprimé, dans le sens du mouvement, on va dire que c'est l'éther qui exerce une force sur le corps et le comprime. Et Einstein, c'est lui qui dit, dans l'article de juin que j'ai évoqué, il dit « L'éther nous pose des problèmes, je proclame la mort de l'éther, et les problèmes qu'il pose disparaîtront. » D'accord ? Et en effet, après, il va réintroduire l'éther, mais de façon métaphorique, en disant la métrique de l'espace-temps, en relativité générale, c'est comme une sorte d'éther. Mais ce n'est pas du tout l'éther luminifère. Donc quand on parle d'éther, il faut mettre un adjectif derrière qui dit de quoi on parle. Parce que le mot éther, il existe aussi chez Aristote, chez les Grecs, etc. Alors, moi, j'ai deux petites questions. La première, au tout début, vous avez parlé de la découverte des ondes gravitationnelles, enfin la découverte physique. Et ma question, vous aviez dit que c'était par rapport, que c'était nouveau dans le sens où les mesures de Galilée, par exemple, étaient juste faites avec le support de la lumière. Et du coup, c'était le même support que les anciennes découvertes et les découvertes antiques. Mais du coup, quel est le support dans ce cas-là pour les ondes gravitationnelles ? Alors, je n'ai pas parlé de support, j'ai parlé de message. C'est-à-dire que ce que Galilée a fait, c'est d'observer des objets, des planètes, des étoiles, avec une lunette. D'accord. Donc la lunette, elle capte la lumière et elle le fait en grossissant l'image de la source. Mais du coup, vous aviez précisé que là, c'était un trou noir qui n'émettait pas de lumière. Alors que là, les ondes gravitationnelles, c'est la détection d'une nouvelle sorte de message. D'accord. Mais autrement dit, les ondes gravitationnelles sont émises le plus souvent par des sources qu'on ne peut pas voir par la lumière. Donc même si on avait un télescope hyper puissant, une lunette super grandissante, on ne verrait pas les objets que permettent de détecter indirectement les ondes gravitationnelles. D'accord. Et c'est détecté comment, du coup ? Eh bien, vous n'avez pas rendu compte, mais quand les ondes qui ont été détectées par les Américains sont passées au travers de la Terre, toutes les distances et toutes les montres se sont déréglées. D'accord. Et oui. Non mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au passage des ondes gravitationnelles, vous avez 2 points dans l'espace. D'accord ? Au passage d'une onde, ils s'écartent, puis ils reviennent. Ils vibrent comme ça, leur distance. Alors vous qui voyez bouger les points, vous allez dire ah ben, il y a au moins un des 2 points qui s'est déplacé dans l'espace. Puisque la distance entre les deux augmente, c'est qu'il y en a un qui s'est déplacé par rapport à l'autre dans l'espace. Mais si vous prenez les équations d'Einstein, l'interprétation de ce phénomène est complètement différente. Les 2 points que vous voyez bouger, en fait, sont immobiles dans l'espace. Donc si les 2 points sont immobiles dans l'espace et que vous les bougez, c'est qu'il y a un truc. C'est quoi le truc ? Ben c'est que l'espace qui les sépare s'est dilaté. Donc leur distance augmente parce que l'espace entre eux s'est dilaté au passage de l'onde, comme un élastique. L'espace se dilate. Donc les points sont immobiles dans un espace qui se dilate, donc on les voit bouger. Et leur mouvement apparent est un effet de la dilatation de l'espace et non pas un mouvement propre qu'ils auraient dans l'espace. Alors, lisez tout ça parce que c'est quand même une histoire de dingue. Hein. Enfin, je vais pas le raconter, mais lisez ça. Remontez dans les articles du mois de février qui expliquent. C'est un truc absolument incroyable. Parce que ce qu'on mesure les Américains avec un interféromètre de Michelson de 4 km, dans lequel il y a des miroirs qui font que la lumière parcourt beaucoup plus de distance que les 4 km, c'est des variations de distance de 10 puissance moins 20 mètres. Donc c'est plus petit que la taille d'un proton. Donc vous qui aimez la biologie, posez-vous la question, comment est-ce que je fais pour mesurer une variation de distance qui est égale à un 10 millième de la taille d'un proton ? Mais c'est là que ça devient intéressant, non ? Alors vous allez dire, mais je vais prendre un double décimètre, un super double décimètre vachement précis, et je vais mesurer ça. Et ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher ? Parce que l'onde, quand elle passe, elle dilate votre double décimètre. Donc ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas mesurer cette variation de distance par un instrument habituel de mesure des longueurs. Donc comment vous faites ?
il n'y a qu'une possibilité, c'est d'utiliser le fait que la théorie de la relativité, contrairement à son appellation trompeuse, est une théorie de l'absolu. C'est une théorie qui vous dit ce qui ne change jamais. Qu'est-ce qui ne change jamais? La vitesse de la lumière. Et donc si la distance est augmentée par le passage de l'onde, le temps que va mettre la lumière pour parcourir cette distance sera différent de ce qu'il est quand les deux points sont sur leur position habituelle. Et c'est ça qu'on va mesurer. Et c'est ça que les Américains ont mesuré avec un interféromètre de Michelson immense, de 4 km, qui est la copie d'un interféromètre européen qui est en Italie, à Virgo, près de Pise, qui malheureusement était en réfection à ce moment-là. Mais vous ne savez peut-être pas que le détecteur américain il est en service depuis 25 ans. Simplement, il n'avait pas la sensibilité suffisante pour mesurer les toutes petites distances que j'ai évoquées. Les gens qui ont fait ça, d'ailleurs, tous les ans, ont réclamé des crédits, on leur disait mais à quoi ça sert tout ça, les ondes gravitationnelles, etc. Mais ils ont été très courageux, ils ont fini par obtenir des crédits, et ils ont arrêté pendant plusieurs mois l'instrument pour le perfectionner et augmenter sa sensibilité. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que l'onde gravitationnelle est passée 2 jours après la mise en service du détecteur. Donc ça veut dire qu'il y a 1,3 milliard d'années, il y a 2 trous noirs qui se sont dit on va faire plaisir aux terriens dans 1,3 milliard d'années. Ils ne sont pas encore là, mais on sait qu'ils vont venir. On fusionne, bing, et ça passe au moment. Alors vous pourriez me dire, mais si le détecteur avait été prêt plus tôt, par exemple 5 ans plus tôt, eh bien on aurait pu les voir aussi. Réponse, non. Pourquoi? Parce que 5 ans plus tôt, les calculs n'étaient pas prêts. Les calculs qui permettaient de reconnaître la forme du signal n'étaient pas au point parce que ces calculs assez compliqués. Et donc on n'aurait pas pu reconnaître les ondes à partir de la mesure du signal. Donc ça ressemble à une sorte de petit miracle. Elles sont passées juste au bon moment pour donner un prix Nobel aux Américains, encore une fois. Et du coup, oui, j'avais une seconde question. Je suis tombé récemment sur un groupe de personnes qui parlaient de théories conspirationnistes sur la science, etc. Ça s'appelle Terre plate pour tous. Moi, ça ne me concerne absolument pas, je n'y crois pas du tout. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce genre de théories qui posent quand même des arguments, etc., mais qui sont... qui sont forcément pas valables par rapport aux théories connues, mais surtout, plus généralement, qu'est-ce que vous auriez à dire sur la justesse ou non d'une théorie, comment se rapprocher de la justesse? Moi, je pense que c'est mort, moi. Il y a Trump et tout ça, c'est-à-dire que Non, je pense que c'est mort, c'est-à-dire, c'est ce que les Américains appellent la post-vérité, c'est-à-dire on peut dire n'importe quoi, on peut dire des mensonges absolument éhontés sans prendre le risque d'être démenti, ou bien sans payer en termes de discrédit symbolique les mensonges qu'on fait. D'accord ? Vous pouvez dire que le changement climatique, c'est un complot des Chinois qui veulent tuer l'industrie américaine, et il y a des gens qui vous croient. Alors moi je dirais qu'il y a deux explications à ça, mais c'est pas vraiment des explications, c'est plutôt des faits. Le premier qui a été démontré par des sociologues, c'est que dès que vous êtes sur Internet, vous êtes assez rapidement enfermé dans des bulles cognitives. C'est-à-dire vous n'avez accès, on ne vous présente finalement que des choses auxquelles vous croyez déjà. Donc si vous êtes un climato-sceptique, ce que je sais que vous n'êtes pas, puisque vous avez l'air parfaitement intelligent, vous allez cliquer sur un site climato-sceptique et après on ne va plus vous présenter que des sites climato-sceptiques, et du coup vous allez constamment être renvoyé à vos croyances qui sont déjà établies. Donc ça va renforcer votre truc et vous n'irez jamais voir les publications de ceux qui ont démontré d'autres choses. Ça, c'est un phénomène classique. Si vous voulez, les gens de gauche, en général, ne lisent pas Le Figaro. Et les gens de droite ne lisent pas Libération. Ça veut dire qu'on va toujours lire l'information au prisme des choses qu'on croit déjà. On n'aime pas être confronté à des idées différentes des nôtres. Et cet enfermement cognitif a beaucoup joué aux États-Unis, puisque y a des gens qui croient à toutes sortes de trucs parce qu'on ne leur présente, par le biais des moteurs de recherche, que ce genre de choses. L'autre explication, si vous voulez, qui est plus grave, et c'est pour ça que je suis assez désespéré sur ces questions-là, c'est
c'est que nous avons tous, beaucoup plus que nos aînés, énormément de connaissances scientifiques. Je pense qu'en science, vous tous, vous savez plus de choses que Descartes, que Blaise Pascal. Vous savez que l'atome existe. Vous savez que la Terre est ronde. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil, que l'univers est en expansion. D'ailleurs, la Terre tourne autour du Soleil, non. Puisque tous les référentiels sont équivalents, je suis désolé, mais quand vous prenez comme référentiel la Terre... Donc déjà, cette phrase est fausse. Hein. Puis en plus, quand vous la dites, ça sous-entend que le Soleil serait le centre de l'univers, ce qui est faux. Donc on n'a pas le droit de dire que la Terre tourne autour du Soleil. Et vous allez dire que je suis complotiste, alors je vais pas le... Mais c'est une phrase absurde, si vous voulez. C'est une phrase de Copernic, mais depuis Copernic, il y a eu la relativité générale qui vous dit que tous les référentiels sont équivalents. Voilà, c'est tout. Bon, donc bref, pas commencer à s'énerver, mais juste une chose. Par exemple, vous savez que la Terre est ronde. Alors vous savez, parce qu'on a vu des images de satellites, depuis 1956, il y a des photos qui montrent que la Terre est ronde. Très bien. Mais avant 1956, on savait déjà qu'elle était ronde. Qui a démontré que la Terre était ronde? Quand? Quand Magellan est parti faire le tour du monde, il savait que la Terre était ronde. Quand est-ce qu'on a su que la Terre était ronde? On l'a su bien avant de voir qu'elle était ronde. La question, c'est avec quels arguments? Comment est-ce qu'on l'a démontré? Quels étaient les arguments de ceux qui pensaient qu'elle n'était pas ronde? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné de l'histoire, tout le monde a su qu'elle était ronde alors que personne n'avait vu qu'elle était ronde? Quand vous interrogez les gens, moi le premier, personne ne sait répondre à ces questions. Personne. Personne ne sait dire comment on a démontré que la Terre était ronde. Ça veut dire quoi? Là, je vous fais simple, parce que je pourrais aussi dire, comment est-ce qu'on a su que l'atome existe? Bonjour. Personne ne sait. Ce qui veut dire que si nous avons une mauvaise connaissance de nos connaissances, c'est-à-dire si nous ne sommes pas capables de dire comment nos connaissances dans l'histoire des idées se sont construites contre les croyances, ça veut dire que nous traitons nos connaissances comme des croyances. Voilà, c'est tout simple. Et à partir du moment où les connaissances sont traitées par ceux qui les possèdent comme des croyances, elles sont mises au même rang de ceux qui ont de pures croyances et qui sont beaucoup plus militants et prosélytes que vous. Pardon, moi je sais que la théorie de la relativité, c'est la bonne théorie de l'espace-temps jusqu'à preuve du contraire. Mais je ne vais pas passer ma vie à expliquer sur Internet ça. J'ai autre chose à faire. Alors que le type qui pense qu'Einstein s'est trompé, etc., il va être fou de bonheur à l'idée de partager sa croyance à l'humanité. Et sur Internet, il va l'expliquer. Autrement dit, sur Internet, les croyances sont beaucoup plus présentes que les connaissances. Et donc, sans aller même sur les théories de complot, les croyances sont beaucoup plus visibles que les connaissances, qui elles-mêmes sont trop nombreuses, trop compliquées, on n'a pas le temps de les développer. Et d'autre part, pour démontrer qu'une connaissance est une connaissance, il faut du temps. Il faut expliquer, c'est une histoire très, très, très compliquée. Pardon, expliquer comment on a su que la Terre était ronde. Moi, j'ai fait une émission avec Roland Lehoux qui a fait une recherche là-dessus. Il m'a dit qu'il avait travaillé 2 mois. Et l'émission, elle dure 2 heures. C'est très compliqué. Une croyance, enfin une connaissance plutôt, ça a toujours mis beaucoup de temps à s'élaborer. Et si on veut démontrer ce par quoi elle est une croyance, et une connaissance, pardon, ça demande un temps qu'on n'a jamais. Et donc, si vous me demandez une mesure pratique, moi je réclame l'abandon définitif et universel de Twitter, par exemple. Twitter, ça ne sert à rien. Ça n'est que des messages dans lesquels il n'y a jamais d'argumentation. Et on est en train de provoquer des réactions collectives sans qu'il n'y ait jamais d'argumentation. Et moi, je pense que voilà, ça n'a aucun intérêt. Et donc, la bataille entre les connaissances et les croyances, à mon avis, ne fait que commencer. Et elle va être rude. Et si ceux qui ont des connaissances ne sont pas un peu plus militants de leurs connaissances, elle est perdue d'avance. Excusez-moi d'avoir un ton un peu grave.
pour terminer cette discussion, mais moi je pense que vraiment, ça devient critique, quoi. Bonjour. On a vu que la relativité générale, c'était l'histoire de toute une vie pour Einstein. Et est-ce que vous pensez que de nos jours, il y a des gens aussi qui dévouent leur vie, leur travail, pratiquent des expériences de pensée pour démontrer des théories comme théorie du tout, par exemple? Bah oui, il y a toujours des gens qui vouent leur vie à la recherche, évidemment. Hein. Mais je ne pense pas qu'il y ait des gens qui travaillent comme Einstein. Il y a la façon de faire de la recherche, de l'organisation, des laboratoires, le financement. Einstein, il travaille son financement. Ont complètement changé. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les génies que j'admire, comme Einstein, les pères fondateurs de la physique quantique, auraient pu passer un entretien d'embauche au CNRS, quoi. Donc, les profils ont changé. La quête de compréhension, d'intelligibilité, elle est toujours là. Mais la façon de faire de la recherche est quand même très différente. Et c'est en partie lié à la bombe atomique, qui a montré au pouvoir politique et aux États que les physiciens, c'était pas simplement des doux rêveurs, mais qu'ils avaient une puissance d'agir qu'il s'agissait de contrôler. Au passage, qui parmi vous pense qu'il y a une relation entre Einstein et la bombe atomique? C'est juste un sondage, hein. Alors, qui pense qu'il n'y a pas de relation? Ouais, enfin, donc personne ne pense rien, d'accord? Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent Einstein à la bombe par E égale MC2. Mais ça n'a rien à voir, vous êtes d'accord? S'il y avait un lien entre, s'il y avait un lien entre la bombe atomique et E égale MC2, sachant que l'uranium est un élément chimique qui est connu depuis la Révolution française. Hein. La découverte de l'uranium comme élément chimique, c'est 1789. E égale MC2, uranium, on a tout ça en 1905. Donc pourquoi il n'y a pas de bombe pendant la Première Guerre mondiale? Pourquoi est-ce que personne ne parle jamais de bombe atomique avant 1938? Il n'y a pas un texte, personne n'y pense. Mais c'est tout simplement parce que la bombe atomique n'a rien à voir avec E égale MC2. La bombe atomique, elle a à voir avec une découverte faite par hasard. Donc, par hasard, ça veut dire prédite par personne. En décembre 1938, la découverte que quand on percute un atome d'uranium 235 par un neutron, il se coupe en deux. Ça rappelle la fission. Ça a été prédit par personne. D'abord, vous refaites toute l'histoire du XXe siècle. Mécanique quantique, physique nucléaire, E égale MC2, Einstein, les Allemands, les nazis, les Américains, tout. Il y a tout, sauf cette découverte. Il n'y a pas de bombe. D'accord? La formule E égale MC2, c'est une formule universelle. Quand vous faites une réaction chimique, il y a E égale MC2. D'accord? Si je fais tomber cette bouteille, j'augmente sa vitesse, son énergie cinétique, j'augmente son inertie. Il n'y a pas que la bombe qui illustre cette formule. Bon, dans la bombe, ça se voit un peu plus, je suis d'accord. Mais ce n'est pas directement responsable. Autrement dit, les gens ne se sont pas dit, tiens, on a E égale MC2, on va faire la bombe. La formule ne dit pas comment on peut extraire l'énergie qui est dans la masse. Et donc la seule responsabilité qu'Einstein a dans la bombe, ce n'est pas du tout ses travaux scientifiques. C'est le fait qu'après la découverte de la fission, les gens ont vite vu que les neutrons qui cassent les noyaux peuvent eux-mêmes être émis par la fission et casser d'autres noyaux. Donc réaction en chaîne. Donc on peut faire une bombe. Ceux qui comprennent ça, c'est Joliot-Curie en France, c'est Niels Bohr, etc. Et ils vont à Princeton voir Einstein, qui ne s'est jamais intéressé aux forces nucléaires. Einstein n'a jamais commenté la découverte du neutron, il ne s'est jamais intéressé aux forces qu'il y a dans le noyau, aux interactions nucléaires, il ne s'est jamais intéressé aux positrons, il ne s'est jamais intéressé à la physique des particules. Pour lui, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la gravitation et l'électromagnétisme. Et on vient le voir à Princeton, en lui disant, mais t'as vu Einstein, on peut faire des réactions en chaîne, ça peut faire des bombes. Einstein dit, c'est quoi ça, j'y comprends rien, expliquez-moi. Donc il faut que Szilard, qui était très bon pédagogue, explique à Einstein tout ça. Et au mois d'août 1939, il rédige une lettre signée par Einstein,
qui est rédigé par Szilard et Wigner. C'est Einstein qui la signe. Et c'est une lettre adressée à Roosevelt qui lui dit, voilà, on peut faire des bombes atomiques grâce à la fission. Joliot-Curie, Fermi l'ont démontré. Et en Allemagne, il y a de très bons physiciens. Et si les physiciens allemands se mettent à faire une bombe, il y aura une bombe. Donc Einstein, il agit comme un lanceur d'alerte. Et 2 ans plus tard, les Américains décident le projet Manhattan de fabrication de la bombe atomique. Nagasaki, Hiroshima. Et donc la responsabilité d'Einstein, elle est dans cette lettre. Et d'ailleurs, s'il ne l'avait pas écrite, les Américains auraient appris cette possibilité par d'autres voies. Mais il n'y a pas de lien direct entre E égale MC2 et la bombe atomique. Et pourtant, en 1946, le magazine Time a célébré à la une de sa couverture l'explosion de la première bombe atomique, celle qui a été essayée en juillet 1945. On voit un gros nuage qui a la forme d'un cobra, le visage d'Einstein, et dans le nuage, E égale MC2. Et c'est là qu'a commencé l'identification E égale MC2, bombe atomique, qui est un truc qui n'a pas de sens. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous devons Merci à rendre vous. l'amphithéâtre. Merci infiniment. Et bon courage pour les biologistes.